la droite de la carte qui se trouve donc à la frontière entre le Tchad, le Niger et le Nigeria. Et puis, dans un rectangle rouge, vous voyez s'afficher la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est la zone que l'État islamique au Grand Sahara tente de contrôler. C'est dans cette zone des 3 frontières que nous avons décidé de concentrer nos efforts à l'issue du sommet de Pau. Et pour regarder de près cette région des 3 frontières, voici donc une nouvelle carte sur laquelle vous voyez concrètement sur le terrain le maillage des partenaires et des opérations conjointes. A permis de réduire les capacités à la fois logistiques et combattantes des Katibas de l'EIGS dans la région des 3 frontières. Des armes, du carburant, des ordinateurs ont été saisis et ces ordinateurs permettent de collecter des informations et ces opérations ont également permis de mettre hors de combat des centaines de terroristes. Nous avons ainsi collectivement pris l'ascendant sur l'ennemi. Nous l'avons significativement entravé malgré des conditions d'engagement très éprouvantes grâce à une présence plutôt quasi permanente sur le terrain, et puis grâce à la réactivité et à la mobilité de nos forces. Et quand je dis nous, évidemment, j'associe nos partenaires sahéliens, européens et internationaux aux militaires français. En parallèle de cet effort dans la région des 3 frontières, nos forces maintiennent la pression sur les terroristes au-delà, notamment en conduisant des frappes en périphérie des actions qui sont menées au sol. Vous l'avez rappelé à l'instant, nous avons neutralisé le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, grâce à une intervention audacieuse, mais qui n'aurait jamais pu se produire sans le renseignement que les États-Unis nous ont fourni. Nous sommes donc sur la bonne voie, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Les forces locales progressent, mais elles restent fragiles et sujettes à des revers significatifs, comme nous l'avons encore récemment vu dimanche dernier à Diabali, au Mali. Mais je constate aussi, sous le contrôle de nos homologues du G5 Sahel, qu'en de nombreux endroits, la population commence à reprendre confiance et donne plus facilement du renseignement à nos forces. Et c'est absolument essentiel. L'état d'esprit et la qualité de la coopération avec lesquelles nous avançons sont déjà une première victoire en soi. Mais je vous dirai ce que je dis à chaque fois que nous parlons du Sahel. Tant que les forces partenaires des pays sahéliens n'auront pas pris le relais, tant que les groupes terroristes conserveront une capacité de recrutement parmi les populations locales, alors le terrorisme n'aura pas été vaincu dans la région. Alors, pour commencer et d'esquisser une réponse à votre question, je vois se dessiner 3 lignes d'action militaire majeures pour l'année à venir. La première, c'est la poursuite de l'internationalisation de l'engagement militaire, avec en particulier la montée en puissance de Takuba, qui sera une sorte de laboratoire opérationnel au profit des forces du G5 Sahel. La seconde, c'est la poursuite de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, grâce à plus de coordination et de coopération opérationnelle. Et puis la troisième, c'est le développement de notre coopération structurelle avec les forces armées locales pour faire de leur résilience une réalité. Ces objectifs, ils sont à notre portée. Et je le dis avec confiance et avec prudence en même temps. Mais ils dépendent d'une condition absolue. C'est le respect strict du droit international humanitaire. J'ai rappelé à tous mes homologues sahéliens que la France ne tolérera pas qu'on expose la vie de ses soldats autant que son image et sa crédibilité si des engagements fermes ne sont pas pris et ne sont pas tenus dans ce domaine.
Ce message, je dois le dire, est parfaitement compris. Donc, je l'ai dit, la situation sécuritaire s'améliore, même si elle n'est évidemment pas stabilisée et reste profondément fragile. Sur les partenaires régionaux, j'ai insisté dans mon propos liminaire sur l'engagement des pays de la région. En ce qui concerne les autres partenaires dont on parle un peu moins, au fond l'Algérie. L'Algérie est un acteur important et nos échanges avec ce pays sont denses, en particulier sur l'évolution et l'évaluation de la situation sécuritaire, mais aussi en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé à Alger en 2015. Et donc nous considérons que l'Algérie est par construction un acteur important de ce processus de paix malien et probablement a vocation à le devenir plus encore. Sur le soutien américain à Barkhane, je n'insiste pas sur son caractère absolument décisif. Les événements récents du 3 juin avec la neutralisation de Drogdal l'ont une fois de plus montré. J'avais eu l'occasion de vous rendre compte des échanges nombreux que j'avais eus avec mon collègue Esper, que j'avais été voir à Washington. Ces échanges continuent. Ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, date de ma visite à Washington, et aujourd'hui, c'est au fond que nous avons gagné du temps, puisque nous sommes en juin, que ces moyens sont toujours disponibles et ils n'ont pas été comptés. J'insiste vraiment sur cette dimension. Néanmoins, nous savons bien que les États-Unis changent d'année budgétaire au mois d'octobre. Et donc, il y a une échéance avec ce changement d'exercice fiscal. Nous continuons ce dialogue et bien sûr, nous espérons que le caractère particulièrement crucial que constituent pour nous ces moyens d'observation par drone ne seront pas remis en cause. Voilà, je n'ai malheureusement pas d'autres informations à vous fournir aujourd'hui. Voilà l'état des lieux. Mais nous savons bien que les orientations du président Trump sont toujours d'actualité. C'est pour cela que c'est un dialogue qu'il nous faut poursuivre. Merci Joëlle. Voilà Madame la Ministre un panel de questions et je vous donne la parole pour pouvoir faire une réponse globalisée à l'ensemble de ces interrogations. Merci Monsieur le Président. Donc je commencerai par la question relative aux drones. Nous avons pris deux décisions, l'une qui s'est traduite d'ores et déjà dans les faits, qui consiste à armer les drones que nous avions commandés. Et nous voyons que cette décision est opérationnellement efficace puisque elle nous est, ces drones nous sont extrêmement utiles. Le premier vol de drones armés a eu lieu au mois de décembre. Quelques jours seulement après sa qualification, un premier drone a été engagé et a effectué un tir. Et depuis, ces opérations se renouvellent régulièrement. Voilà, vous venez d'assister à l'audition de Florence Parly, une audition qui visait à faire le bilan de l'opération Barkhane 6 ans après son lancement en août 2014. C'est la